pour les Ukrainiens dans la région de Kharkiv. On le voit sur cette carte, les Russes gagnent du terrain jour après jour dans cette zone, au point que, chose assez rare, vous l'avez dit, l'état-major ce matin a annoncé préférer se retirer. Dans un communiqué, il écrit ceci: dans certaines zones près de Lukansky et de Votchang, en réaction aux tirs ennemis et à un assaut d'infanterie, nos unités ont manœuvré en direction de positions plus favorables afin de sauver les vies de nos soldats et d'éviter des pertes. La bataille continue. Alors concrètement, sur le terrain, les Russes ont notamment gagné du terrain autour de cette fameuse ville de Votchang dont on parle depuis plusieurs jours, mais également à proximité d'une toute petite localité, celle de Lukansky, que les Russes affirment désormais contrôler en intégralité. Moscou revendique également la prise d'une autre petite localité qui se trouve entre celle de Lukansky et celle de Lipsy, la ville de Glibokie. Les Russes, concrètement, ils occupent désormais 53 km² autour de la ville de Luchang et environ 80 km² autour de celle de Lipsy. Leur objectif, il est simple, c'est tout simplement de rejoindre ces deux zones. On le voit, ils commencent à y arriver pour créer une zone tampon, mais également s'enfoncer à l'intérieur du territoire, une stratégie qui fonctionne, puisque si on compare la carte d'aujourd'hui à celle de lundi, par exemple, eh bien, on le voit juste là, les Russes sont parvenus à s'avancer, à gratter du terrain. Ils s'avancent également en profondeur dans cette ville donc, de Votchang. Là aussi, si on compare les chiffres, c'est assez explicite. Lundi, il s'était avancé de 5 km et contrôlé 35 km². C'est désormais 7 km et 53 km² qui sont donc entre les mains des Russes. Le chef de la police de la ville de Vovchang le reconnaît, la situation est extrêmement difficile. L'ennemi prend position dans les rues. Sur Facebook, le porte-parole de Volodymyr Zelensky a annoncé l'envoi de renforts dans la région. Des réserves sont disponibles, précise-t-il. Il précise également que Volodymyr Zelensky suit la situation de très près, qu'il s'entretient quotidiennement au téléphone avec Oleksandr Syrski, qu'il a évidemment annulé ses déplacements qui étaient prévus à l'étranger pour les prochains jours. Et parallèlement à ça, les évacuations continuent avec plus de 8000 personnes qui ont donc quitté cette région de Kharkiv. Merci beaucoup, Nivine. On vous retrouvera tout à l'heure pour d'autres infos également, parce qu'on a des nouvelles analyses sur la tactique des Russes qui manifestement a évolué, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Charline, évidemment, vous intervenez absolument quand vous voulez. Général Chovancy, est-ce que c'est forcément le prélude à une vraie percée russe? Parce qu'on l'a souvent dit, vous nous l'avez souvent expliqué, un repli, ça peut être tactique aussi. Oui, enfin la percée... Je n'y crois pas trop, d'abord parce que les Ukrainiens, même s'ils se replient, ils se battent, donc c'est que les Russes n'avancent pas facilement. Ensuite, reprenons aussi les distances, entre la zone qui est en train d'être conquise, je dirais au nord de Kharkiv et Kharkiv, ça varie entre 30 et 50 km. Ouais. Ils ont gagné 2 à 3 km de profondeur à la date d'aujourd'hui, au bout d'une semaine. Bon, maintenant, le seul risque qui peut se produire pour l'armée ukrainienne, c'est qu'effectivement, elle ne soit pas capable de se rétablir pour résister. Donc le fait d'avoir reculé est une bonne chose en soi, ça veut dire qu'ils acceptent que le terrain, ils ne peuvent pas le tenir. Voilà, très bien. Alors pardon, juste pour bien comprendre, on vous dit, OK, on se replie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis sur la ligne de front, les premières lignes vont reculer, mais on sait jusqu'où, on n'a pas l'information, mais jusqu'à un endroit où c'est quand même un peu plus sécurisé. On sait que les lignes de défense, elles avaient été faites assez costauds autour de Kharkiv. Le débat a été levé sur le sujet. On près de la frontière, oui, mais autour de Kharkiv, a priori, un peu plus. Voilà. Pour l'instant, il y a des doutes. On a vu des tranchées se mettre en place il y a quelques mois. Ce matin, on disait que tout n'avait pas été fait pour protéger la ville. Oui, pas partout, en fait. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas sûr qu'il y ait eu... Alors, on a une logique, on parle beaucoup de lignes de contact. Est-ce que c'est la réalité dans cette zone? Est-ce que c'est pas plutôt, comme on dit chez nous, des sonnettes? C'est des avant-postes. Quoi, des sonnettes? Ah oui, d'accord. Des avant-postes qui sont là pour alerter quand l'ennemi arrive. Et l'autre côté, des reconnaissances offensives. Moi, c'est ce que j'ai eu comme impression il y a quelques jours. Aujourd'hui, effectivement, quand les reconnaissances offensives appuyées sans doute avec de l'artillerie, entre autres, ou des avions, ont un petit peu enfoncé les avant-postes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Les avant-postes ne sont pas en mesure de tenir. On se met en arrière. Deuxième point, on voit qu'il y a quand même pas mal de tirs. S'il y a des tirs, c'est qu'il n'y a pas de contre-batterie. Ça veut dire qu'en fait, il faut ramener les effectifs parce que justement, eux ne peuvent pas riposter. Et quand on parle, alors je voudrais comme rétablir quelque chose, il y a un terme qui est souvent utilisé d'ailleurs par les Ukrainiens, sauver des vies. Là, on ne sauve pas des vies, c'est pas l'objectif. Le but, c'est sauver des unités, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on ne veut pas gaspiller son capital de combat.
Les effectifs, oui, ça en fait partie, mais l'ensemble, c'est garder des unités correctement constituées pour d'abord s'installer, en fait. Voilà, et éventuellement contre-attaquer s'il y avait besoin. Donc on est bien là pour préserver les unités. Et puis dernier point, effectivement, c'est bien la première fois que le président Zelensky dit on recule. Alors qu'on a entendu pendant des mois, on ne cédera pas un mètre de carré de terre ukrainienne. Ça prouve quand même que la situation est assez grave. Et, et puis à un moment, je pense que monsieur Zelensky devra arrêter d'appeler le général pour que le général puisse faire son travail sur le terrain. Parce que je crois que c'est ça la question aujourd'hui. Pardon, j'ai pas compris. Moi, pas comprendre. Alors, il serait temps que le président Zelensky laisse le général travailler sur le terrain. C'est-à-dire c'est le général qui est sur le terrain et qui gère la bataille. Une fois qu'il a les consignes du président Zelensky, le général sur le terrain mène sa guerre. Donc là, effectivement, si le président Zelensky, comme on l'a dit tout à l'heure, l'appelle tout le temps, le général va pas pouvoir beaucoup travailler. Il parle de lui justement, le général. Syrski, en l'occurrence, s'appelle-t-il. Voilà ce qu'il dit. Écoutez Volodymyr Zelensky. Le commandant en chef Alexander Syrski a rendu compte de la situation sur les champs de bataille. Les régions de Donetsk et de Kharkiv sont celles où la situation est la plus difficile. Il reste dans les zones de combat clés, travaillant avec les brigades sur les zones de combat. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais la situation est sous contrôle. Nos guerriers détruisent l'occupant qui tente d'avancer. Tout est assez tendu, mais nous avons renforcé les directions, y compris celle de Kharkiv. En fait, il évite au général de faire le point presse et c'est lui qui le fait finalement. Non, on a un peu de mal à comprendre comment vous entendez. Entre lui, Boudanov, hier, qui nous disait c'est la cata, Zelensky qui nous disait franchement on gère, on a tout ce qu'il faut. C'est quand même assez flou tout ça. Oui, là. Mais c'est pas la même. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas. Vous aviez parlé de front. Nous ne sommes pas dans le Donbass. Dans le Donbass, depuis 2014, effectivement, il y a des fronts comme à Verdun, des tranchées, des installations d'artillerie, etc. Là, il y a un front, effectivement. Là, en revanche, sur Kharkov, effectivement, il n'y avait pas vraiment de ligne de défense. Et même, il y a un commandant ukrainien qui s'appelle Yaroslavsky, qui était un des commettants, un des chefs des unités de forces spéciales qui avaient le plus contribué aux victoires ukrainiennes de septembre 2022, qui a critiqué le fait que les Russes aient pu entrer facilement, donc il n'y avait même pas du tout de ligne de défense, pas de tranchées, pas de mines, pas de dents de dragon, de croisillons, on en avait parlé rien du tout contre les chars. Et il a même, ce qui était assez grave, dans son post qu'il a fait sur Facebook, ce commandant Yaroslavsky, il s'est même demandé publiquement s'il ne s'agissait pas de corruption, parce que effectivement, il a déploré que les conquêtes territoriales qu'il avait fait à grand prix avec ses hommes en septembre 2022 n'avaient pas été consolidées, comme c'était le cas dans le Donbass, par un mur de protection. Oui, bien sûr. Je vous interroge dans une seconde, Isabelle, je voudrais juste qu'on prenne Charline, parce que vous êtes toujours avec nous, Charline. On a du mal, nous, à comprendre entre les différentes communications politiques, notamment, mais pas que, l'état d'esprit dans lequel on est quand on est à Kharkiv. Est-ce qu'on se dit, mon Dieu, l'armée est en train de se replier, c'est le début de la fin ? Ou est-ce qu'au contraire, on garde quand même l'espoir en se disant on va se redéployer, il y a des renforts qui arrivent, etc. etc. Il faudrait qu'on vous mette une caméra et qu'on se balade dans les rues de Kharkiv parce que vous comprendriez tout cet état d'esprit qui est tout de même un peu ambivalent. Alors ici, il n'y a pas la crainte que les Russes arrivent demain dans la grande ville de Kharkiv. C'est pour ça qu'il n'y a pas de panique. Il y a des personnes qui se baladent là, qui sont en train de profiter un peu de l'extérieur dans les rues de cette grande ville. En revanche, il y a évidemment la situation qui est regardée avec beaucoup d'attention parce que ce qui est indéniable, c'est qu'il y a les forces russes qui se rapprochent, qui gagnent du terrain, et puis parce qu'ici, tout le monde a dans sa famille des militaires, des soldats qui se battent sur ce front. Donc ils ont les véritables infos. Une petite chose, parce que la situation à Kharkiv, on l'a vu se dégrader légèrement depuis hier. Il y avait assez peu de bombardements jusque-là. Hier, il y a eu un peu plus de 7 bombardements. La nuit aussi, nous avons vu des boules de feu traverser le ciel de Kharkiv. Et puis, il y a surtout l'état d'esprit des soldats sur le front, des soldats qui gardent leur détermination, mais qui nous le disent, c'est extrêmement difficile. Les combats sont violents et surtout, nous n'avons pas de quoi nous défendre, pas assez de munitions, pas assez de lignes de défense, car rien n'a été préparé dans cette région. C'est ce que nous disent en tout cas les militaires.
Merci Charline et Charlotte. Un mot peut-être Isabelle là-dessus et sur cette situation qui décidément est quand même très mouvante depuis plusieurs jours maintenant. C'est vrai que nous on surveille beaucoup, alors on en parle tous les jours et on surveille beaucoup, mais il y a un certain flou, c'est un peu gazeux. Oui, on a l'impression qu'il y a une certaine impréparation en fait sur Kharkiv et l'un des problèmes des Ukrainiens plus général, qui n'est pas sur Kharkiv mais c'est aussi valable pour l'ensemble du front en fait et particulièrement dans le Donbass, c'est que les brigades ukrainiennes ont pris beaucoup d'autonomie en fait pendant les combats et certaines sont prestigieuses, d'autres moins et les plus prestigieuses ont pris évidemment plus d'autonomie que les autres, y compris dans leur façon de se procurer les matériels avec des appels de fonds dans le pays et à l'étranger, etc. Oui. Et le niveau opératif du commandement, c'est-à-dire les états-majors un petit peu plus hauts, ont du mal à coordonner ces brigades. Par exemple, lors de la reprise d'Ocheritin, vers Avdiivka, on avait reproché à la 115e brigade mécanisée de s'être retirée trop tôt. Ouais, alors eux disaient qu'ils étaient sous le feu, qu'ils étaient sur un rapport de 1 à 15, qu'ils ne pouvaient pas se retirer. Le commandement de la brigade d'à côté, quand on écoute son interview, voilà, il ne veut pas critiquer ses collègues, mais on sent que quand même... Donc on n'a pas l'impression en fait, que la décision elle était vraiment prise à un niveau supérieur et qu'il y a un manque de coordination. Et je pense que sur Kharkiv, on a exactement ce problème-là. Alors, on va continuer de s'en parler dans le grand dossier dans une seconde avec une question à laquelle mes invités vont peut-être nous aider à répondre. En tout cas, on va pouvoir y réfléchir ensemble sur les mots de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est avec Volodymyr Zelensky.